Donc bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Et donc oui, mon exposé va être relativement différent du précédent. Il paraît même qu'à la fin, il faudra vous accrocher, mais donc c'est pour vous maintenir, pour maintenir le suspense. Donc mon objectif aujourd'hui est de vous présenter un petit peu la notion. Alors j'ai mis le terme en français, mais pendant toute la suite, je parlerai plutôt des preuves zero knowledge. C'est sans doute un terme dont vous avez entendu parler. Et on va voir comment ces propriétés d'outils cryptographiques, et notamment donc le zero knowledge, permet d'apporter des propriétés d'anonymat. Et donc je vais l'illustrer aujourd'hui sur deux cas concrets, et en commençant par justement la monnaie. Et je l'illustrerai aussi dans une autre application, le vote électronique. Donc pour commencer avec la monnaie, si je veux vous prouver que je suis l'inventeur de Bitcoin, une manière de le faire serait de vous prouver que je connais la clé secrète associée au bloc initial, qui est le bloc initial de la blockchain, et qui est, donc là ici vous avez le haché de la clé publique de ce bloc initial. Et donc, vous pouvez trouver à l'origine de la blockchain. Et donc, si je suis capable de vous prouver si je suis capable de vous donner la clé privée associée à ce bloc, vous serez convaincu que je suis Satoshi Nakamoto, puisque seul lui connaît cette clé privée. Et donc, comment vous convaincre que je connais cette clé privée associée à ce haché? Alors bien sûr, une manière qui sera certainement la plus convaincante pour vous, c'est de vous révéler cette clé privée. Mais si je vous révèle cette clé privée, donc ça vous permettra d'utiliser tous mes bitcoins qui sont associés à ce wallet, et ce n'est pas dans mon intérêt, encore une fois, si je suis Satoshi Nakamoto. Donc là, on voit les deux aspects de ce que doivent être, en tout cas d'un premier aspect de ce que doit être une preuve de connaissance. Une preuve de connaissance, je dois vous convaincre que je connais bien l'information que je prétends avoir. Maintenant, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'aspect zero knowledge, c'est-à-dire que je vais vous convaincre que je connais une information, mais je ne veux rien vous révéler sur cette information, et même rien sur quoi que ce soit que vous ne connaissiez avant de me rencontrer. Donc j'espère que ce soir, je vais vous apprendre plus de choses que ce que vous ne connaissiez avant de me voir. Mais donc ça, c'est le challenge. Donc l'objectif d'une preuve zero knowledge, c'est justement de vous convaincre de quelque chose et de ne rien vous révéler d'autre que cette conviction. Et donc de ne rien vous apporter d'autre que cette conviction. Alors, une autre étape qui pourrait être déjà un petit peu mieux, c'est puisque ces blocs dans Bitcoin, etc., et la blockchain, en fait, c'est des chaînages de blocs avec des signatures successives. En fait, une manière aussi qui peut sembler convaincante, c'est aussi de utiliser la clé secrète associée à cette clé publique là-haut, et non pas vous révéler la clé secrète, mais l'utiliser. Et comment je peux l'utiliser? Vu que c'est une clé de signature, je peux vous signer un message avec la clé associée, et ensuite, si vous arrivez à vérifier le message, vérifier la signature, et que la signature est valide, d'une certaine manière, c'est aussi convaincant, parce que pour émettre une signature valide, il faut posséder la clé de signature. Et donc, si je possède la clé de signature, donc je suis bien Satoshi Nakamoto. Donc, signer également un bloc, ce sera bien aussi convaincant, ce sera bien une preuve que je connais la clé secrète associée. Maintenant, sur l'aspect zero knowledge, on ne peut pas formellement montrer qu'une signature ne va rien révéler sur la clé secrète. Intuitivement, ça ne révèle pas grand-chose, parce que si ça vous révélait trop d'informations, ensuite vous pourriez émettre d'autres signatures en mon nom. Donc il y a quand même un peu il y a peu de fuite d'informations, en tout cas pas suffisamment pour vous permettre de réutiliser ou d'apprendre la clé secrète, mais on ne peut pas formellement montrer qu'il n'y a aucune fuite d'informations. Donc une preuve zero knowledge au sens cryptographique du terme, eh bien, ça doit être une preuve qui doit être convaincante, c'est-à-dire que je dois, grâce à cette preuve, vous convaincre que je connais le secret que je vous prétends connaître, mais je dois également pouvoir garantir que je ne vous ai rien révélé de plus que, encore une fois, que ce que vous connaissiez avant de me rencontrer, et pas simplement de plus sur le secret en question. C'est vraiment aucune information annexe, auxiliaire que vous ne connaissiez avant. Donc,
une des applications qui existent en monnaie électronique de preuve zero knowledge, parce que dans Bitcoin, il y a essentiellement, d'un point de vue cryptographique, il y a essentiellement donc du hachage et de la signature. Et on aurait besoin de preuves zero knowledge. On a des preuves zero knowledge dans certaines signatures qui, elles, se veulent anonymes, puisque quand on veut, parce que Bitcoin est tout sauf anonyme, enfin, alors c'est du pseudo-anonymat, puisque chaque individu est associé à un wallet, et en fait, c'est des transactions qui vont d'un wallet vers un autre wallet. Et les wallets, eux, finalement, sont associés à un individu. Alors, on peut se dire, on ne sait pas qui je suis derrière le wallet, mais il y a quand même un lien entre la personne entre le propriétaire et le wallet. Donc, si on veut une vraie monnaie anonyme, ce qui existe pour certaines monnaies, eh bien, il va falloir faire en sorte que le wallet ne soit pas révélé lors de la transaction. Et donc, dans la blockchain, il doit rester, comme actuellement, il doit rester toutes les transactions, c'est-à-dire un échange d'un wallet vers un autre wallet, et avec un certain montant, mais tout ça doit être masqué. Donc il faut que, en gros, le wallet, le montant et le wallet qui reçoit, enfin, donc l'émetteur, le récepteur et le montant, tout ça doit être masqué. Mais si moi je vous fais une transaction en vous disant, voilà, je fais une transaction dans votre wallet, il faut peut-être que je vous convainque quand même que mon wallet contient suffisamment d'argent pour valider la transaction. Donc il va falloir que je vous prouve que mon wallet a un solde suffisant, et bien sûr aussi prouver que c'est mon wallet et que je puisse émettre une signature associée à ça. Et tout ça, comment on peut prouver que mon solde est suffisant? En gros, il faut remonter avec sur toutes les transactions qu'il y a dans la blockchain, faire toutes les additions et les soustractions des montants entrants et sortants de mon wallet, et pourtant le wallet il est masqué. Donc comment vous savez quels sont les blocs qui correspondent à mon wallet ou pas? Et donc tout ça, ça peut être fait avec des méthodes zero knowledge, avec des preuves zero knowledge. Alors c'est fait avec, j'en reparlerai un tout petit peu, le terme des snarks. Mais donc on a la possibilité avec des techniques zero knowledge de prouver donc la validité de la transaction, donc qu'elle est convenable, c'est-à-dire que j'ai bien un solde suffisant, que j'ai bien signé, j'ai bien émis une signature sur cette transaction qui garantit la non-répudiation de la transaction. Et on veut aussi donc, que ce soit zero knowledge, c'est-à-dire qu'aucune information ne va fuir sur les identités et sur les montants. Donc ça, c'est ce qu'on veut pour de la monnaie anonyme. Et donc c'est là que peuvent apparaître les preuves zero knowledge. Alors, comme je vous le disais, je vais vous présenter un autre contexte un petit peu plus simple en termes de solution de preuves zero knowledge. C'est également le vote. Et donc, avant de passer au vote électronique, donc vous êtes passé de la monnaie physique à la monnaie électronique. Là, on va passer du vote papier, vote à l'urne, à du vote électronique. Et on va voir qu'il y a des problématiques similaires qui se passent parce qu'on a besoin d'anonymat, on a besoin de prouver des choses convaincantes. Et donc, d'abord, pour voir quelles sont les propriétés nécessaires, qu'est-ce qu'on attend comme propriété d'un système de vote, et donc d'abord d'un système de vote papier, eh bien, on veut une notion de confidentialité du vote. Et bon, c'est pour ça qu'on met notre bulletin dans une enveloppe, parce qu'on considère qu'avoir mis le bulletin dans l'enveloppe, l'enveloppe va bien masquer le contenu du vote. On a besoin de ce qu'on appelle l'éligibilité, c'est-à-dire que seules les personnes qui sont sur la liste électorale ont le droit de voter, donc on vérifie la carte d'identité tout en haut. On a besoin d'une propriété aussi de non-coercition, c'est-à-dire que vous êtes complètement libre de votre expression de vote, et c'est à ça que sert l'isoloir. Ensuite, on a besoin de l'intégrité des bulletins, et donc une fois qu'ils ont été mis dans une urne, même l'urne maintenant est même transparente pour vraiment garantir que rien ne se passe de louche dans l'urne. Et le dépouillement se fait dans un environnement public pour garantir la sincérité du résultat. Donc maintenant, d'un point de vue électronique, comment peut-on remplacer toutes ces étapes d'un point de vue électronique? Alors, je vais éliminer un petit peu les premières étapes qui sont des étapes
d'identification et d'éligibilité où on va admettre, parce que ça c'est le gros problème actuellement en pratique quand on veut faire du vote électronique, comment on authentifie les votants de façon totalement électronique. Alors si on a déjà un mécanisme de signature où chacun peut signer son bulletin, le problème serait réglé. Malheureusement, dans la vraie vie actuellement, on n'a pas ce genre de choses. Alors tout le monde mise sur la future carte d'identité électronique, mais pour le moment, on n'a pas ça. Donc si vous avez, je pense que la plupart d'entre vous avez eu des élections électroniques, puisque maintenant toutes les élections professionnelles se font de façon électronique, on voit que le mode d'authentification est variable selon les mécanismes de vote. Donc je ne parle pas de cette phase d'éligibilité, mais on va voir qu'il y a déjà d'autres problèmes qui se posent après cela. Puisque bon, donc pour la confidentialité du vote, ça peut vous sembler simple, on va les chiffrer. Alors effectivement, puisque le chiffrement, c'est l'outil naturel pour apporter de la confidentialité. Et donc on va chiffrer le bulletin. Et ensuite, il y a deux techniques majeures dans du vote électronique. Une qui peut sembler très similaire à ce qu'on fait dans le vote papier, ça va être ce qu'on appelle utiliser alors des mélangeurs. Et des mélangeurs, c'est quoi? On a les bulletins qui sont chiffrés, donc on a tous les bulletins chiffrés. Et en fait, on va tous les mélanger, donc changer leur ordre. Alors ça ne suffit pas de changer leur ordre, parce que s'ils gardent la même valeur, vous allez reconnaître un tel a émis tel bulletin, et vous allez pouvoir suivre le bulletin s'il y a juste un changement d'ordre. Donc ce qu'on arrive à faire avec des réseaux de mélangeurs, on arrive à changer l'ordre et les randomiser, c'est-à-dire les mécanismes de chiffrement qu'on utilise pour du vote électronique, il faut que ce soit du chiffrement, ce qu'on appelle probabiliste, parce que vous vous doutez bien que si vous chiffrez tous disons qu'on fait un référendum 0 ou 1, oui ou non, si vous chiffrez tous le oui de la même manière, ça ne va pas être difficile lorsque vous voyez le bulletin de quelqu'un de savoir pourquoi il a voté. Donc les mécanismes de chiffrement qu'on utilise là sont des mécanismes de chiffrement probabilistes, et donc même si vous chiffrez plusieurs fois oui, vous aurez des chiffrés qui ne seront pas ressemblants. Il n'y aura aucun moyen de reconnaître un chiffré de oui parmi plein d'autres chiffrés de non. Et donc, on peut re-randomiser un bulletin et les mélanger. Et tout ça, il va falloir prouver, parce que ça, c'est l'urne qui va le faire, il va falloir que l'urne, elle prouve qu'elle a bien mélangé les bulletins, mais qu'elle n'a pas changé les contenus des bulletins. Et donc pour ça, on a ce qu'on appelle on a des preuves de mélangeurs, et donc des preuves zero knowledge de mélangeurs, où on peut garantir à quelqu'un qui va ensuite voir l'urne de départ et l'urne d'arrivée, ne saura pas les liens qu'il y a entre les bulletins à l'entrée et les bulletins en sortie, mais aura la garantie que tout bulletin en sortie correspond à un bulletin en entrée et réciproquement, et que donc si on dépouille l'urne de sortie, on a exactement le même résultat que si on dépouille l'urne d'entrée. Et donc ensuite, on peut simplement déchiffrer tous les bulletins de la deuxième urne. Comme on n'a plus le lien entre les bulletins d'entrée et les bulletins de sortie, alors que les bulletins d'entrée sont associés à des individus, on n'a plus du tout le lien entre le votant et l'expression de son vote. Et donc une fois qu'on a ouvert toutes les enveloppes, on peut faire comme on fait habituellement, calculer le résultat du scrutin en faisant soit la somme, soit n'importe quel type de scrutin peut être dépouillé de cette manière-là. L'inconvénient, c'est qu'on a des mélangeurs à faire avec des preuves zero knowledge, et c'est des mécanismes très coûteux de faire ces mélanges et prouver que le mélange s'est bien fait. Alors il y a des élections qui ont été faites avec ces techniques-là, et l'inconvénient que ça entraîne, c'est que le résultat, on l'a que 2-3 jours après la clôture de l'élection. Ce qui peut sembler contradictoire avec du vote électronique, où l'intérêt du vote électronique, c'est de dire dès que la clôture du vote a lieu, on a instantanément le résultat. Non, puisque là, c'est une fois qu'on a clôturé le scrutin qu'on va pouvoir faire le mélange, qu'on va pouvoir faire les preuves, qu'on va pouvoir vérifier les preuves et qu'on va pouvoir dépouiller. Une autre technique qui permet également de faire du vote électronique avec des chiffrements, là cette fois-ci avec une technique de chiffrement qui est un peu plus particulière, qu'on appelle du chiffrement homomorphe, qui a la particularité que si on additionne deux bulletins chiffrés, on obtient la somme, on obtient un chiffré qui est le chiffré de la somme des contenus. Et ça, quel est l'intérêt de cela? C'est que maintenant, au lieu de
de faire des mélanges. Bah, imaginez encore qu'on n'avait qu'un référendum, donc on n'a que des 0 et des 1 dans les bulletins. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a tous les bulletins qui sont chiffrés, qui contiennent des 0 ou des 1. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va additionner tous les bulletins chiffrés. On n'obtient plus qu'un seul chiffre à la fin. On le déchiffre, et ça nous donne combien il y avait de 1 dans l'ensemble des bulletins qu'on avait émis. Et donc, on a simplement une somme à faire, un déchiffrement, et c'est fini. Et le déchiffrement, on peut prouver qu'on l'a bien déchiffré comme il faut, et c'était pareil au-dessus, puisque si c'est moi l'organisateur du scrutin, il faut bien que je vous prouve aussi que quand j'ai déchiffré, j'ai bien déchiffré comme il faut. Et ça, pareil, des preuves zero knowledge le permettent. Et donc l'avantage de cette technique, c'est que c'est quasiment instantané, puisque même l'agrégation des bulletins, la somme des bulletins, elle peut même être faite au fil de l'eau au moment où chaque votant dépose son bulletin dans l'urne. Et donc au moment où le scrutin ferme, on a déjà le chiffré du résultat et on n'a plus qu'à le déchiffrer. Et donc c'est instantané. Alors maintenant, ça semble magique, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Imaginons là que cette fois-ci, là maintenant, on a 3 candidats, A, B, C, et on veut élire un de ces 3 candidats, A, B ou C. Et donc on veut savoir qui a le plus de voix. Donc on voit, Alice va voter pour C, et le chiffre. Donc vous voyez plus qui est derrière. Bob va chiffrer pour C aussi. Et Charlie vote pour A. Maintenant, on fait la somme des 3 chiffrés. Ça nous donne le chiffré de 1, 0, 2. Et on a juste à dépouiller. Ça nous donne 1, 0, 2. Et donc, on sait que c'est C qui est le vainqueur. Maintenant, reprenons la situation là où on était avec Alice et Bob qui ont voté pour C. Puis Charlie, il n'est pas gentil, lui. Il est malhonnête. Au lieu de voter 0, 0, 1, il va voter 2, 0, moins 1. Les mécanismes de chiffrement, ils masquent leur contenu, et donc vous n'avez aucun moyen de savoir si Charlie a mis 0, 0, 1, ou enfin un bulletin valide ou pas. Et donc ça fait que lorsqu'on dépouille, on va avoir A qui est le vainqueur. Et donc pour éviter ce genre de choses, on ne peut pas faire confiance au votant. Il faut en plus que le votant prouve que son bulletin est du bon format, et notamment que ce soit de la forme 1-0-0 ou 0-1-0 ou 0-0-1, c'est-à-dire qu'il a voté pour un candidat avec un 1 dans la case où il vote et des 0 ailleurs. Bon, après, on peut avoir des scrutins plus compliqués. Et donc pour des scrutins plus compliqués, type, vous voyez, il y a des élections où on peut voter pour une liste parmi plusieurs, où on peut raturer des candidats sur la liste que l'on a choisie, etc. Donc ça fait des bulletins valides qui peuvent être beaucoup plus complexes, mais on peut toujours se ramener à les bulletins valides sont parmi une liste de bulletins possibles. Et donc, on voit donc que la validité du bulletin, c'est essentiel. Enfin, prouver la validité du bulletin, c'est essentiel, parce que sinon, quand on utilise des mécanismes de chiffrement, vu que le chiffrement masque le contenu, si on a le droit de mettre ce qu'on veut dans le bulletin, on peut tricher. Et donc, là, on a un énoncé, c'est plus pour revenir à la définition de preuve zero knowledge. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de preuve de connaissance zero knowledge. Et là, maintenant, je vais vous parler de preuve de validité d'un énoncé. C'est-à-dire, est-ce qu'un théorème est correct ou pas? Est-ce qu'un énoncé est valide ou non? Et là, mon énoncé, c'est de vous dire, dans toutes les enveloppes qui sont ici, ont leur contenu dans l'ensemble des bulletins autorisés. Donc là, je ne vous prouve pas une connaissance de quoi que ce soit, je veux simplement vous convaincre que tous mes bulletins sont valides. C'est juste qu'ils appartiennent à l'ensemble S. Donc c'est plus un énoncé qu'une connaissance que je veux vous prouver. Et donc, pour vérifier, une solution, c'est effectivement, on ouvre et on remarque les bulletins qui ne sont pas valides. Et ça, c'est possible avec les mélangeurs, puisqu'on va randomiser les bulletins et on va ensuite tous les dépouiller un par un. Et donc, quand on les dépouille tous un par un, on va pouvoir constater lesquels sont valides, lesquels ne sont pas valides, et éliminer les invalides. Quand on a des techniques homomorphes, on doit prouver sans ouvrir. Donc, on doit prouver la validité de chacun des bulletins. Et c'est là aussi qu'on a besoin de preuves zero knowledge de validité. D'accord ? Donc là, je voudrais justement vous donner un exemple, vous illustrer comment on peut faire une preuve zero knowledge. Je vais vous faire une preuve zero knowledge. Si vous n'en avez jamais vu, vous allez j'espère que là, je vais vous convaincre et vous apprendre comment on peut faire une preuve zero knowledge. C'est sur un exemple très simple.
de ce qu'on appelle la trois-coloriabilité. La trois-coloriabilité, vous avez un graphe ici, et on dit qu'il est trois-coloriable si c'est possible de colorier les sommets de ce graphe avec uniquement 3 couleurs, de façon à ce que 2 sommets qui sont reliés par une arête ne soient pas de la même couleur. Alors typiquement, ce genre de problème, il se pose par exemple en cartographie, si vous voulez colorier les pays d'Europe, les pays d'Europe de façon à ce que 2 pays qui ont une frontière en commun ne soient pas de la même couleur, pour qu'on puisse bien avoir la frontière qui se remarque bien, ben on va pouvoir faire le graphe où chaque sommet c'est un pays, et les arêtes entre 2 pays qui ont une frontière en commun. Et donc, on essaiera de trouver le nombre minimal de couleurs suffisant pour colorier ce graphe, et ça nous permettra de savoir combien de couleurs sont suffisantes pour colorier une carte sans qu'il y ait de problème entre 2 pays adjacents. Donc là, ce problème de 3 coloriabilités, c'est ce qu'on appelle un problème NP complet, c'est-à-dire que quand le graphe devient très très grand, c'est très difficile à résoudre. Enfin, non seulement à résoudre, mais même à décider s'il est 3 coloriable. Et donc, si c'est dur de décider s'il est 3 coloriable, a fortiori, c'est dur de trouver le 3 coloriage. Donc là, bien sûr, j'ai pris un graphe très simple, mais je vais essayer de vous convaincre, et en plus, je vous ai montré la solution, mais je vais essayer de vous convaincre que ce graphe est 3 coloriable, sans rien vous révéler. Donc, dans un premier temps, je enlève la solution, et je vais vous dire quand vous avez le droit de réouvrir les yeux. Bon, non, vous pouvez regarder quand même. Mais maintenant, je vais vous prouver que ce graphe est 3 coloriable. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire dans mon coin? Donc je vais vous dire à quel moment vous auriez le droit de voir les choses. Donc moi, je connais un 3 coloriage. Donc je mets mon 3 coloriage sur ce graphe. Je vais commencer par appliquer une permutation sur les couleurs. Il n'y a pas 50 possibilités quand je veux permuter 3 couleurs, mais j'applique là la permutation où le jaune devient du bleu devient du jaune et le rouge reste du rouge. Et donc je l'applique. Ça y est, là, si vous voyez, les sommets ont changé de couleur. Et là, maintenant, je mets des étiquettes sur ces sommets. Et je vous dis, derrière ça, il y a un 3 coloriage. Vous me croyez? Non, non, vous avez le droit d'ouvrir les yeux que là, maintenant. Bon, alors, comment je peux vous convaincre que derrière ça, il y a un 3 coloriage? Donc, je vous autorise à cibler une arête et je l'ouvre. Il y a 2 des 3 couleurs et ce n'est pas la même sur cette arête. Vous êtes convaincu que le graphe est 3? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ah, mais si j'en ouvre d'autres, je vais vous révéler le 3 coloriage. Et je ne veux pas. Vous ne pouvez pas faire un chiffrement au niveau des arêtes pour laisser voir un chiffrement au niveau des arêtes? Non, il y a beaucoup plus simple. Vous dites que vous faites exactement la même chose de changer à chaque fois. Ouais, parce que là, quelle est la probabilité que je triche ici? Si le graphe n'est pas 3 coloriable, ça veut dire qu'il y a une arête qui a 2 fois la même couleur. Il y a 10 arêtes là. Donc quand vous avez choisi une arête au hasard, si le graphe n'est pas 3 coloriable, vous avez une chance sur 10 de me démasquer. Donc qu'est-ce que vous allez faire? On va répéter le processus. Mais on va le répéter depuis le début. C'est-à-dire, vous n'allez pas me faire ouvrir les arêtes une à une après que j'ai randomisé le 3 coloriage. À chaque fois qu'on va répéter le système, je vais re-randomiser les couleurs. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois, je vous ouvrirai une arête, mais que ça n'aura plus aucun rapport avec ce que vous avez vu avant. Et comme à chaque fois, j'avais une chance sur 10 de me faire attraper, si je n'ai pas un 3 coloriage, en gros, au bout de 10 itérations, j'ai une chance sur 3 seulement d'être passé. Au bout de 3000 itérations, je ne sais plus comment j'y vais, 3000 itérations, je dois être à une chance sur... Enfin, ça va exponentiellement vite, puisque 1000 je suis à moins de 2 puissance 100, à moins de 10 puissance 50 ou 100. C'est-à-dire, si on répète 1000 fois, j'ai moins de chances de gagner que de gagner 10 fois au loto d'affilée. D'accord ? Et ça va très très vite, la décroissance de ma probabilité de ne pas me faire démasquer. C'est-à-dire la probabilité que vous me démasquiez, elle est énorme
au bout de 1000 itérations. Oui, pardon. L'arête, on l'a choisi nous, elle est choisie au hasard. Oui, enfin, alors c'est le vérifieur qui l'a choisi, et vous avez intérêt à la choisir au hasard. Parce que si vous ne la choisissez pas au hasard, il y a des chances que je devine comment vous allez faire, et si je peux deviner ce que vous allez faire, je peux tricher. Donc on a surtout intérêt, enfin le vérifieur, il a tout sauf intérêt à essayer de faire le malin. Donc voilà, donc vous avez vu une première technique de preuve zero knowledge, et en fait la plupart des techniques de preuve zero knowledge sont dans cet esprit-là. Une grande famille de preuves zero knowledge sont dans cet esprit-là. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin dans le vote électronique pour voir d'autres techniques de preuve zero knowledge, et notamment une problématique qui se pose dans le vote électronique, qui fait que les votants eux-mêmes peuvent être malhonnêtes, alors malhonnêtes au sens justement avoir peut-être des rétributions en échange de leur vote, ce qu'on appelle l'achat de vote. C'est-à-dire que le votant, il n'a pas forcément envie de biaiser l'élection, comme je le présentais tout à l'heure. Ça, on sait empêcher qu'un votant biaise l'élection en trichant dans le contenu de son vote, parce qu'on peut l'obliger à prouver que son bulletin est bien formé. Maintenant, on a d'autres attaques contre les systèmes de vote qui sont finalement où c'est le votant qui pourtant n'a pas envie de tricher particulièrement, mais a envie finalement est prêt à voter pour n'importe qui, pour peu qu'il ait de l'argent en échange. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'achat de vote. Et là, on a ce problème avec les techniques de vote comme je viens de le présenter, où finalement vous chiffrez votre bulletin. J'ai dit tout à l'heure qu'il était probabiliste, le bulletin, mais quand vous faites votre chiffrement de votre bulletin, vous savez, vous, l'aléa que vous avez utilisé lors de votre chiffrement. Et ça, cet aléa que vous utilisez lors de votre chiffrement, vous le connaissez en tant que votant. Et ça vous permet ensuite de montrer à quelqu'un, regarde, voilà le contenu de vos votes, parce que si je rechiffre mon bulletin avec cet aléa-là, ça donne le bulletin que j'ai mis dans l'urne. Et donc, on peut convaincre un acheteur qu'on a bien voté pour la personne qu'il nous a demandé de voter. Et donc, c'est ce qu'on appelle un reçu de vote. Et pour des élections, pareil, si on veut une confidentialité forte, une sécurité forte contre les systèmes de vote, pour les systèmes de vote, on veut éviter cette existence de reçu. Et donc, ce qu'on peut faire, ce que ça veut dire, c'est que le bulletin ne doit pas être mis dans l'urne immédiatement après avoir été émis par le votant, parce que le votant, lui, sait l'aléa qu'il a utilisé, et donc va pouvoir prouver le contenu de son vote. Et donc la technique classique pour éviter ça, c'est que l'urne va re-randomiser le bulletin avant de le déposer dans l'urne. Comme ça, comme il a re-randomisé, je connais l'aléa que moi j'avais mis dans mon bulletin, mais je ne connais pas l'aléa qui correspond à celui qui est dans l'urne. Mais je vous rappelle que j'ai fait une preuve zero knowledge sur mon bulletin. Elle n'est plus valide sur le nouveau bulletin. Bon, peut-être que j'aurais convaincu l'organisateur de l'élection que mon bulletin était valide, mais nous, en vote électronique, on veut que tout le monde puisse être convaincu que les bulletins qui sont dans l'urne sont valides. Et donc, il faut non seulement que le bulletin soit re-randomisable, mais que la preuve zero knowledge soit également re-randomisable. Et donc là, les techniques classiques de preuve zero knowledge, alors il y a les preuves dites à la Schnorr, alors qui sont exactement dans l'esprit de ce que je viens de vous présenter avec les trois coloriabilités, mais qui sont un peu à la base les techniques de signature qu'il y a dans les monnaies électroniques, DSA, ECDSA, c'est dans l'esprit des preuves à la Schnorr. L'inconvénient de ces techniques, c'est que le temps de génération de la preuve, le temps de vérification de la preuve et la taille de la preuve est linéaire en la taille du S que j'évoquais tout à l'heure. Et si le scrutin est compliqué, le nombre de bulletins autorisés est très gros, et donc la preuve va être très, très coûteuse. Et ces techniques de preuve ne sont pas randomisables. Il y a des preuves à la grosse Sahaï qui sont randomisables, mais pareil, qui ont des temps de génération, de vérification et de taille qui sont très coûteux. Et quelque chose qui est utilisé dans les monnaies anonymes, c'est les SNARKs, qui sont donc comme l'indique leur nom, Succinct Non-Interactive Argument for je ne sais plus trop quoi, non, c'est tout. Succinct Non-Interactive Argument, parce que le arg, c'est pour argument. Donc, c'est-à-dire, c'est des arguments de validité non interactive succincts. Et ça permet d'avoir des preuves très compactes, et donc la vérification est très rapide.
Par contre, le temps de génération de la preuve est toujours coûteux. Et pourtant, la preuve va être générée côté votant. Et si vous votez, vous, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur qui peut être de génération ancienne, bah, vous n'avez pas envie que votre vote mette une demi-heure à être émis. Donc, il faut que la preuve de vote puisse être émise très, très rapidement. Donc, la génération de la preuve est critique. Donc, les techniques, il y a des techniques récentes que j'ai présentées justement ou qui permettent d'avoir une preuve très efficace, bon, qui repose sur des techniques de signature. Là, à gauche, vous avez, bon, là, il y a un petit peu de formule, mais c'est rien par rapport au transparent suivant. Mais on arrive près de la fin, je vous rassure. Je vous rassure. Là, à gauche, vous avez un schéma de signature classique où on génère les clés, on génère la signature et on vérifie la signature. Mais on a un quatrième algorithme qui est une combinaison de signatures entre elles, qui est, étant donné des signatures sigma i sur des messages mi et des coefficients ai, eh ben on est en mesure, si toutes ces signatures sont valides, on est en fait en mesure de générer une signature pour le vecteur grand M, là, que vous voyez, qui est une combinaison linéaire des mi. Et donc, finalement, ce n'est pas une signature sûre au sens classique du terme, mais ce n'est pas grave. Ce que ça permet de garantir, c'est que la seule chose que vous êtes en mesure de faire quand vous avez vu plusieurs signatures, c'est de dériver une signature valide sur une combinaison linéaire des messages que vous avez vus déjà signés. Et donc, on peut signer des sous-espaces vectoriels. Et là, c'est le transparent qui fait peur, mais je vous rassure, ça va aller vite. Il se trouve que la technique classique pour faire du vote électronique, c'est d'utiliser du chiffrement El-Gamal, qui justement a des propriétés linéaires. Et si on signe des messages, enfin alors, vous avez, non, si, il y a un laser là? Non, il n'y a pas de... Si, non, c'était juste pour au cas où je peux... Non, non, c'est pas grave. Non. Non, c'était pour avoir le laser, mais... Ah d'accord. Ouais. Ah bah je suis désolée, je crois que le laser ça va être un petit peu... Ouais. Non, c'est pas grave. Non, c'était... Ouais, par contre, ouais, non, là j'ai perdu. Non, il est où? C'est là, il faut que j'aille, c'est ça qu'il faut que j'aille. Voilà. Donc, c'était juste pour... comme le chiffrement El-Gamal est lui-même homomorphe, en fait, on peut se débrouiller pour garantir que la seule chose qu'on va être en mesure nous-mêmes de générer, ça va être des signatures de chiffrés d'un message qui a été imposé depuis le début, qu'on pourra aussi généraliser à des chiffrés de messages qui étaient initialement prévus dans S. C'est-à-dire que la technique là, que je présente ici, grâce à les propriétés homomorphiques de El-Gamal, les propriétés homomorphiques des signatures, garantissent que la seule chose que le votant est en mesure de faire, c'est d'émettre un chiffret El-Gamal avec une signature qui ne peut être valide, enfin, qui peut émettre des chiffrets, oui, et avec des signatures qui ne peuvent être valides que si les chiffrets El-Gamal sont des chiffrets de bulletins valides. Et ensuite, ces techniques-là sont également re-randomisables et donc permettent aussi d'avoir la garantie, comme c'est re-randomisable, l'urne va pouvoir re-randomiser et empêcher les reçus. Et donc, juste pour conclure, donc l'épreuve Zero Knowledge, c'est un outil très très riche qui existe depuis maintenant près de 40 ans en cryptographie. Et c'est essentiel dans plein de primitives qui ont besoin d'anonymat. Alors dans la vraie vie, l'anonymat, effectivement, on le voit apparaître essentiellement dans le vote électronique. On l'a vu apparaître avec la monnaie électronique. Et de nombreuses solutions existaient dans la littérature. Quand je vous parle des signatures Lacheneur, et datent aussi justement d'une 30-40 ans. Les preuves à la grosse taille sont beaucoup plus récentes. Elles ont des coûts de génération assez élevés. Et elles n'ont pas vraiment été mises en œuvre dans la vraie vie. Et finalement, les notions Zero Knowledge ont vraiment été boostées avec l'apparition des crypto-monnaies, avec leur apparition, leur mise en œuvre avec les Snarks Zero Knowledge et plus récemment les Starks Zero Knowledge. Alors, reste donc leur intérêt, c'est d'être justement compact avec une vérification super efficace, et c'est nécessaire parce que quand on veut prouver des choses sur la blockchain globale, il ne faut pas que la taille de la preuve soit aussi grosse que la blockchain elle-même, sinon vous allez avoir du mal à la transmettre et également à vérifier la preuve. Mais la génération reste coûteuse parce que la génération va être obligée de balayer toute la blockchain. Donc le coût de génération de la preuve
reste linéaire en la taille de la blockchain avec ces techniques-là. Avec ce que je vous ai proposé très brièvement, et là peut-être en zero knowledge, on a des solutions qui permettent d'apporter des preuves zero knowledge sur des contenus Elgamal, qui permettent de prouver que le chiffrement Elgamal, le chiffre Elgamal que j'ai généré, appartient à un ensemble bien spécifique qui a une application immédiate en vote électronique. La génération est efficace puisqu'elle est même indépendante de la taille de l'ensemble grand S. Donc même si l'ensemble des bulletins autorisés est très grand, ma génération va être en temps constant, de taille constant. Et donc c'est parfaitement adapté au vote électronique. Et je m'arrête là.